facts, big old facts. Big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old facts, big old facts. Big old facts, big old facts. Hey, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 18 avril 2025 et présenté sur la télé de Rogers, Gavino Desfalco en compagnie de Jeremy Filosa. Comment ça va mon chum Philo? Ça va. Écoute, je suis pas un très grand fan de la musique trap, mais notre show, notre thème d'ouverture, là, ça pompe, ça craint. Hein? On est prêt. C'est très bon. Une grosse émission puisque les Blue Jays vont quand même très bien, installé au deuxième rang de la division Ouest. Seulement un demi-match derrière les Yankees de New York. On va en parler en long et en large de la semaine quand même des Blue Jays. Ça fait du bien de voir les Blue Jays avec une bonne fiche. Je sais qu'on ne fera pas une tonne de coups de circuit, là. Ça, c'est sûr. La puissance n'est pas au rendez-vous, mais on trouve toujours une manière de gagner des matchs avec, une fiche de 11-8. On a gagné la série contre les Braves d'Atlanta. On a gagné les deux derniers matchs de cette série-là. Philo, un petit mot sur quand même l'esprit général, ton compte-rendu des derniers matchs des Jays dans la dernière semaine. Écoute, on dirait qu'à chaque match, Gavino, c'est par la sueur de leur front. Hein? C'est jamais facile, on va se le dire. Mais l'enclos de relève, lorsque les Blue Jays ont l'avance jusqu'à maintenant, fait le travail. Disons que Hoffman, au monticule, en fin de rencontre, quand c'est serré, c'est pas mal une valeur sûre. Il m'inspire confiance comparativement à ce qu'on avait dans les années passées. Ouais. Mais c'est toujours à la sueur de leur front. Oui. Mais plus souvent qu'autrement, ça passe, on plie, mais on casse pas. Chris Bassitt. Oui. Dominant depuis le début de la saison. Un lanceur qui, selon moi, j'avais perdu un petit peu d'espoir en lui. L'année passée, c'était toujours difficile, surtout en première manche. Il sortait de la première manche avec 30-35 lancés. On a vu ça à plusieurs reprises. Mais cette année, Philo, là, c'est le jour et la nuit avec le Chris Bassitt des dernières années. As-tu vu sa performance, justement, mercredi contre les Braves d'Atlanta? Tout simplement sublime. Parle-moi de Chris Bassitt qui, fait écarquiller les yeux là, présentement. Là. Il est tout feu, tout flamme. Il a la meilleure moyenne de points mérités de tous les lanceurs partants qui se classent présentement dans le baseball majeur. Tu vas me dire, mais on a juste joué 2 semaines et demie. Mais c'est pas grave. Chris Bassitt a expliqué après la rencontre contre les Braves où il a lancé 5 bonnes manches, 90 tirs, 3 coups sûrs seulement, aucun point mérité. Il a dit, les gens ne comprennent pas la valeur qu'amène, attention, un Max Scherzer aux Blue Jays de Toronto, même quand il lance pas. Max Scherzer, là, c'est un instructeur des lanceurs de plus dans cette équipe-là. Et Chris Bassitt en a parlé. Donc, ça veut dire que Scherzer et Chris Bassitt se sont beaucoup parlé. Probablement que Scherzer a vu quelque chose dans ce que Chris Bassitt faisait. On sait que Chris Bassitt, c'est pas un marchand de vitesse. Il lance pas des balles rapides à 100 000 à l'heure. C'est un gars qui doit mélanger ses tirs. Ouais. Il en a plusieurs. Mais au moment où on se parle, il garde des adversaires hors d'équilibre. 10 retraits sur des prises mercredi contre les Braves d'Atlanta. D'ailleurs, les Blue Jays ont égalé un record. Enfin, ils ont fracassé un record de franchise. 19 retraits sur des prises au bâton. En 9 manches dans cette rencontre-là. Ouais. Bassitt a été dominant. Ensuite, la relève, là, les Sandlin, Yemi Garcia, Jeff Hoffman et Brandon Little. Écoute, 19 retraits au bâton. C'est pas compliqué. Les Braves d'Atlanta ont passé dans le beurre. Mais pas fort, les Braves. Ouais. On regarde les statistiques, justement, de Chris Bassitt cette saison. Regardez, c'est le tweet de notre ami Jeremy Filosa. 23 manches et un tiers cette saison. A seulement donné 20 coups sûrs. 2 points mérités. Oui, 2 points en 23 manches. Et regardez son ratio de retrait sur 3 prises. 31 retraits au bâton, seulement 5 buts sur balle et moins de points mérités. Attache ta tuque à 0,77. Donc, si ça se terminait là, la saison, en passant déjà 1/10 de la saison de passé dans le baseball majeur, je referme la parenthèse. Écoute, Chris Bassitt aurait
aurait probablement des votes pour le lanceur de l'année des majeurs, là, à 0,77. J'ai pas vu ça souvent. Mais là, qui aurait dit que Chris Bassitt, je pense qu'il est 4e présentement pour les retraits sur des prises. 4e! Un gars qui lance pas plus fort que 92-93 000 à l'heure. Écoute, il mélange bien ses lancers, des balles cassantes, des balles rapides, des changements de vitesse, des balles frondes, des sweepers. Et les adversaires sont déséquilibrés. Et là, il faut que je te pose la question. Oui. Chris Bassitt en est à sa dernière année de contrat présentement avec les Blue Jays. Combien qu'il fait? 22 millions de dollars. 22 millions de dollars pour un gars qui a 10 victoires, 14 défaites l'année passée, avec une moyenne de points mérités, si ma mémoire est bonne, là, de 4,16. Je pense qu'il y a 34 ans. Attends, là. C'est 36 ans. 36. Mais écoute, c'est le fun, là, Chris Bassitt. Là, au mois d'avril, écoute, il va falloir que tu m'amènes d'autres arguments pour que je donne un chèque de 25 à 30 millions dans les années à venir. Je vais là-dessus. Écoute, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a 3 semaines, on se serait dit Chris Bassitt va jouer sa dernière année avec les Blue Jays, puis après ça, il va falloir aller chercher un lanceur plus jeune pour le remplacer. Mais de la façon dont il lance présentement, peux-tu vraiment le laisser partir? Je sais qu'il est encore très tôt. On va se faire une tête sur lui plus tard dans la saison. Mais lui, c'est un joueur que tu peux qualifier. Tu peux lui faire une offre qualificative à la fin de la saison. Probablement pour le même montant ou à peu près, tu pourrais l'avoir pour une saison de plus. J'aimerais ça qu'on règle ça peut-être plus tôt que tard. Si jamais la tendance se maintient pour Chris Bassitt présentement, pourquoi t'attendrais? Moi, au mois de juin, là, j'y ferais une offre puis je dirais, garde, demeure avec nous au moins une saison de plus parce qu'à 36 ans, Gavino, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont vouloir s'investir à long terme avec Chris Bassitt. Mais la beauté de Chris Bassitt, Gavino, je le répète, il ne lance pas des balles de feu. Donc, Chris Bassitt, là, il peut lancer jusqu'à 40 ans. S'il continue de bien mélanger ses tirs comme ça, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Là. Moi, c'est son nom verbal. Il a toujours de l'air brûlé en première manche. Puis, tu sais, là, c'est comme... nonchalant. Nonchalant. Il a tout le temps de l'air frustré par rapport à quelque chose. Très rapidement, les autres partants, là, Kevin Gausman, 2 victoires, 1 défaite, moyenne de points mérités de 2,49. Lui aussi, il va très bien. Donc, ce duo-là va bien. Baldwin Francis, 3,71. Easton Lucas s'est fait frapper cette semaine contre les Braves d'Atlanta. Donc, sa moyenne de points mérités a grimpé à 4,70. Celui qui m'inquiète dans la rotation des lanceurs, notre ami José Berrios, la balle reste suspendue et souvent elle se retrouve l'autre côté de la clôture. 5-16 pour José Berrios qui a lancé le match d'ouverture pour les Blue Jays. Je commence à être un petit peu inquiet là, pour mon ami José. Ouais, 2 sorties quand même difficiles depuis le début de la saison. Et comme tu viens de le mentionner, et ça a été le problème aussi l'année passée, ça a été un des lanceurs partants qui a donné le plus de coups de circuit, c'est justement la longue balle. Tu viens de le mentionner. Quand il rate son tir, il rate en plein cœur du marbre. Et là, il se fait écraser. Alors, on a perdu la connexion avec Jérémy pour quelques instants. Donc, José Berrios, comme on mentionnait, 22 manches et 2 tiers depuis le début de la saison, 5,16, a donné 24 coups sûrs en 22 manches et 2 tiers. Donc, il va falloir qu'il se replace. Parce que présentement, José Berrios ne fait pas le travail. Et pour un gars on lui a donné la balle lors du match d'ouverture, il faut dire que présentement, il déçoit. La relève de leur côté, ils vont quand même assez bien. Que dire de Jeff Hoffman qui, en 10 manches et 1 tiers, là, tout simplement dominant avec moins de points mérités de 1,74. Jérémy, on t'a perdu quelques instants, mais je parlais justement de Jeff Hoffman qui est tout simplement tout feu, tout flamme. Lorsqu'il arrive en 9e, souvent, on ferme les livres. 1,74 et également Yimi Garcia. Parle-moi de ce duo-là qui fait très bien depuis le début de la saison du côté des Jays. Là. Écoute, Vladimir Guerrero en a parlé cette semaine. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Bassitt lui-même en a parlé et il a dit c'est le meilleur back-end of the bullpen, là, donc c'est-à-dire les gars qui sont à la toute fin de la rotation qu'on a eu. Alors, Yimi Garcia était déjà excellent la saison dernière. On l'a laissé partir, on le sait pourquoi. Il était joueur autonome et l'équipe n'était pas dans le coup. Mais Hoffman, souvenez-vous que les Braves et les Orioles lui avaient fait passer des tests médicaux et finalement avaient décidé que non, ils ne trouvaient pas que c'était assez convaincant. Et donc, lui avait vraiment, comme on dit en anglais, un beef contre eux. Et c'est ça, il s'est amusé
à rigoler d'eux un peu dans les dernières séries, mais c'était un bœuf, là. C'était un bœuf au Monticule. Il est imposant lorsque Yimi Garcia arrive au Monticule. Écoute, en 36 frappeurs qu'il a justement là, affronté, il aurait tiré 14 des 36 frappeurs sur 3 prises. Ça, c'est une moyenne de 38%. Bonsoir, ils sont partis sur 3 prises ou sur décision. Donc, tout simplement dominant. Écoute, je vais finir là-dessus. Il coûte seulement 7,5 millions pour 2 ans, là, Yimi Garcia. Donc, c'est une belle aubaine du côté des Jays. Vas-y. Oui, puis Hoffman, là, c'est pas comme Jordan Romano de la saison dernière où si tu demandais une deuxième manche, c'était la fin du monde. Là. On l'a vu plus d'une fois déjà dans les 2 premières semaines de la saison. Combien de manches tu as besoin? 2, pas de problème. Puis on niaise pas, là. On défie les frappeurs et plus souvent qu'autrement, c'est ça, le match se termine là. On va parler de l'offensive des Blue Jays de Toronto. Regardez, les Jays qui sont 2e dans la division Est avec un dossier de 11 victoires, 8 défaites à un demi-match des Yankees. L'offensive, quand même, se comporte assez bien dans les circonstances. On frappe quand même pour une moyenne collective de 256, qui est quand même 6e dans les majeurs. 12 coups de circuit seulement. Écoute, on est dans les bas-fonds des majeurs. Écoute, la moyenne de points mérités, tout simplement sublime là, à 3,36. Mais qui va frapper des coups de circuit du côté des Jays? On est rendu à la 3e semaine d'activité et Andrés Giménez mène toujours les Jays avec 3 coups de circuit. Mais c'est rassurant. Là. On a vu Vladimir frapper la longue balle. Anthony Santander frapper 2 circuits dans la dernière semaine. Ça commence lentement mais sûrement surplacé. Tu sais, là, t'as toujours pas de 4e frappeur du côté des Jays, là, Philo. Non, c'est ça, t'as raison. Jiménez, là, il a commencé en feu au tout début, mais là, il frappe pour tout juste au-dessus de 200 et tu peux pas le garder à long terme comme 4e frappeur. Au pire, insère-le au 2e rang, décale tout le monde d'un rang, Vladimir 3e, Santander 4e, parce que là, présentement, là, c'est un alignement qui est fautif. Tu sais, t'as pas de 4e frappeur. Ton 4e frappeur frappe 3e. C'est ça la réalité. Alors, il y a des gars qui vont bien présentement. Est-ce qu'on peut insérer un de ces gars-là au 2e rang, par exemple, et décaler Vladimir et Santander? Ou même, est-ce qu'on peut placer quelqu'un comme premier frappeur et décaler les 3 premiers d'un rang? Je ne le sais pas. Mais ça ne fonctionne pas de la façon dont on voit ça présentement au 4e rang. On s'en tire parce que, Gavino, on joue quand même beaucoup plus de baseball de situation, il faut le mentionner. On l'a vu cette semaine, par exemple. Là, Rodon frappe un double. Bichette frappe une balle loin du côté droit du terrain. Rodon avance. Ensuite de ça, un roulant. Le point vient marquer. Il y a beaucoup plus de baseball de situation. Mais je trouve qu'on échappe encore des situations. Moi, je vais te le dire, Gavino, là, c'est pas compliqué, OK? Je l'ai vu là, dans le 3e match contre les Braves. Les 2 premiers coureurs arrivent sur les sentiers. Tu as un Ernie Clement, dépose pas l'amorti, une petite chandelle au premier but, et finalement, on ne marque pas dans cette manche-là, alors qu'on aurait dû marquer au moins un point. Moi, là, c'est pas compliqué, Gavino. Si tu t'appelles pas Bichette, Guerrero ou Santander, si tu as 2 coureurs sur les sentiers au premier et au 2e, pas de retrait, tu déposes l'amorti. Point final. 100% du temps. Ouais. Mais on le fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Des fois, on a peur que Kirk, sur les sentiers, ne soit pas capable d'avancer. Mais si tu n'es pas capable de déposer un amorti pour le faire avancer, dépose un coup filé vers le premier but. Et je pense que en temps normal, Kirk devrait être capable de se rendre. C'est une moyenne collective de 2,56, comme on a dit tantôt. Mais c'est pas pire. C'est pas pire. Oui, c'est correct. Mais regarde, je veux dire, il y en a qui faussent la donne. Là. Tyler Heinemann n'est pas supposé frapper 455. Il frappe pour 455. Chut. Ernie Clement, 186. C'est un gars qui joue à chaque jour pratiquement. Will Wagner, écoute, attache ta tuque, là. 186. Le gars qui allait bien, c'était George Springer, 375, mais il y a un petit bobo présentement. Un gars qui va bien, Alan Rodon, 265. Mais comme on a dit tantôt, Andrés Giménez, c'est encore baissé, là. 203. J'aimerais ça peser 203. Je referme la parenthèse. Mais Miles Straw, faut que tu me parles de Miles Straw, là. Oui. Il fait les petites choses. Il a frappé un coup de circuit cette semaine. C'est un gars on se moquait de lui un petit peu au début de l'année lors du camp d'entraînement. On disait, le feu de paille, c'était le throw-in dans la transaction. Écoute, 355, et puis il joue pas chaque jour. C'est un remplaçant de luxe, peut dépanner comme voltigeur de centre, comme premier frappeur de temps en temps, 9e frappeur, et il va le début. Écoute, j'ai rien à dire sur Miles Straw. Bravo, Miles.
Honnêtement, là, c'est vraiment une surprise depuis le début de la saison. Puis on va rappeler l'histoire de Miles Straw parce que je pense qu'il y a du monde qui ne savent pas d'où il sort, ce gars-là. On en avait parlé un peu, si tu t'en souviens, au début du camp d'entraînement. L'hiver dernier, les Blue Jays étaient à la chasse au lanceur Sasaki, qui a signé avec les Dodgers, Rory Sasaki. Et on avait besoin d'une place internationale dans l'alignement. On a fait une transaction avec les Indians de Cleveland qui ont donné une place internationale aux Blue Jays, mais eux ont dit prenez le contrat de Miles Straw. Le Miles Straw, il gagne en moyenne 8 millions de dollars par saison pour les 4 prochaines années. Sauf qu'il y a un genre de opt-out là, pour les Blue Jays. Après 2 ans, les Blue Jays pourraient ne pas choisir de poursuivre avec lui au-delà de la saison 2026. Mais Miles Straw, qui a déjà été un joueur qui avait de l'allure avec les Guardians de Cleveland, l'année passée, il a passé toute l'année dans le 3A parce qu'on avait tout simplement abandonné dans son cas. Alors, c'est ça la transaction. Mais lorsque Sasaki a signé avec les Dodgers, les Blue Jays se sont retrouvés avec un joueur qui ne voulaient pas avoir dans leur équipe. Alors, ça a fait rire bien du monde. On s'est moqué des Blue Jays cet hiver quand cette transaction-là a eu lieu. Mais, écoute, il fait tout pour aider son équipe, Gavino, tout. Puis lui, là, l'amorti-sacrifice, il n'est pas gêné de la déposer quand la situation le demande. Il frappe des coups sûrs, il est discipliné, il va chercher des buts sur balle, il ne lance pas sur des mauvais tirs, il fait le travail aux chansons. Il va chercher des buts volés, il va chercher son but volé. Lentement, mais sûrement, présentement, les Blue Jays sont 16e dans les majeurs avec 12 buts volés. Je ne dis pas que tout est parfait, mais comparativement à l'année passée, qu'on avait de la misère, je pense, à voler un but par mois, 12, c'est pas pire. Imanez vole des buts, Straw vole des buts, un peu plus d'agressivité là, lorsqu'on est au premier coussin. Puis occasionnellement, on se fait prendre, mais ça fait partie de la game, Gavino. Mais ce que j'aime, c'est que quand on est en avance, par exemple, par 2 points, on est agressif. On essaie d'aller voler des buts pour produire d'autres points, pour prendre des plus grandes avances. C'est les moments idéaux. Puis sais-tu quoi? Après la fameuse série à New York contre les Mets, là où ils se sont fait balayer, j'ai senti un déclic. Parce que c'est toi qui l'avais mentionné dans l'émission qu'ils avaient seulement, je crois, 2 buts volés à ce moment-là. La machine s'est remise à partir. Là. Tant mieux. Qui sera renvoyé dans le niveau 3A? Parce que c'est inévitable, là, Dalton Varsho se rapproche de plus en plus de retour au jeu. Lui, ça va faire du bien. Donc, c'est sûr qu'il va réintégrer le groupe des 26 joueurs du côté des Jays. Ça veut dire qu'il va falloir que tu coupes quelqu'un. Est-ce que ça va être un lanceur, un joueur de position? Si j'avais un petit 2 $ à mettre, là, je pense que ce serait notre ami Babe Davis Schneider qui se cherche, frappe pour 0,67, seulement un coup sûr en 15 ou 16 présences depuis le début de l'année. Il n'a rien cassé l'année passée. Sa bonne saison, ça a été en 2023 lorsque, je pense, dans son premier mois, il a frappé une dizaine de coups de circuit. Depuis ce temps-là, il se cherche. Écoute, Dalton Varsho, c'est sûr, il va réintégrer l'alignement. Le problème, c'est que David Schneider, c'est un frappeur droitier. T'en as pas beaucoup. Et justement, Varsho, c'est un frappeur gaucher. Comment tu vois ça, toi? Bon, les joueurs qui sont sur le prêt de revenir avec les Jays. Bon, au moment où on enregistre cette émission, on n'a toujours pas l'information à savoir qu'est-ce qui se passe parce que Nathan Lucas, on le sait, sa femme vient d'accoucher. Il est parti auprès de sa femme pour la naissance de leur enfant. Donc, normalement, il devrait être réactivé vendredi. Alors, lorsqu'il sera réactivé, il y a quelqu'un qui va devoir quitter. Et c'est sûr que le plus logique, ce serait Schneider, parce qu'il y a de la misère depuis le début de la saison. Je pense qu'il a obtenu son premier coup sûr cette semaine. Mais en tout cas, moi, là, s'il descend en bas, Gavino, je ne sais pas si on va le revoir, Schneider, parce qu'on lui a donné toutes sortes de chances et ça ne fonctionne pas. C'est sûr que là, il y a toujours c'est un droitier, c'est un gaucher. On a-tu d'autres joueurs qu'on peut renvoyer en bas, c'est plus facile ou ça va moins perturber l'équipe? Je ne le sais pas. Je pense que ça va être un joueur de position. Mais Schneider... Tu as quand même des options. Des options. Tu as Leo Jimenez, tu as Loperfido qui peut revenir et tu as également Orelvis Martinez. Mais en tout cas, vas-y, je te laisse continuer. Ben, c'est ça, exactement. T'sais, il peut jouer au champ extérieur, mais là, on a vu qu'il y a des gars comme Straw. Des Barger a été rappelé, il peut jouer dans le champ aussi. Même en l'absence de Springer, on se débrouille quand même au champ extérieur. Puis au deuxième but, tu as aussi des options avec Wagner, par exemple, quand Jimenez n'est pas là. Donc, je trouve que Schneider, il se retrouve un peu dans un no man's land. Puis
c'est pas impossible que ce soit lui qui soit renvoyé, mais comme j'ai dit, là, au moment où on enregistre cette émission, on n'a toujours pas l'information, mais ça devrait sortir sous peu. Là. Même chose avec Eric Swanson qui devrait revenir éventuellement avec les Jays de Toronto. J'ai hâte de voir qui on va couper. En tout cas, on aura le temps d'en parler là, dans les prochaines semaines. La situation de Max Scherzer. Scherzer qui a lancé 3 manches cette année avec les Blue Jays de Toronto pour 15,5 millions. On ne l'a pas engagé comme coach, mais comme lanceur. Et là, il veut un 2e, un 3e, puis un 4e avis sur sa blessure. Il est parti voir un docteur. Un autre docteur, exactement. Donc, il est allé faire un tour du côté de la Floride, voir un autre médecin, un autre spécialiste, un 2e en l'espace de 2 semaines. Et écoute, ça n'a pas de l'air encourageant, Gavino, parce que la réalité, là, c'est que Scherzer a ce problème-là avec son pouce depuis les 2 dernières années. Puis, tu sais, il a lancé 40 manches l'année passée, 40 manches l'année précédente. Tu sais, ça me fait un peu penser à Joey. C'est le Joey Votto de 2025. Où est Joey Votto? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en souviens, l'année passée, il avait glissé sur un bâton au camp d'entraînement, puis finalement, on ne l'a plus jamais revu. Ben, est-ce qu'on va revoir Scherzer au monticule pour les Blue Jays? Je pense que oui, éventuellement, mais cette semaine, on dit qu'il s'est pitché, comme on dit en bon québécois. Et il y avait encore une petite douleur à ce pouce-là. Donc, je ne sais pas où qu'on s'en va. Mais là, c'est sûr qu'avec la performance, la contre-performance, la première d'Easton Lucas contre les Braves, ben là, ça fait en sorte qu'on remet tout ça en lumière. Puis là, on se dit, où Scherzer, quand est-ce qu'il va revenir? Parce que jusqu'à ce que Lucas effectue ce départ-là, il n'y a pas grand monde qui parlait de Max Scherzer, là, parce que ça allait tellement bien. On avait 5 lanceurs partants capables de faire le travail. Mais là, il s'est fait frapper cette semaine, je pense, 8 points en 5 manches de travail. Et là, présentement, Yariel Rodriguez, qu'on utilise dans l'enclos de relève, il n'y a rien à se reprocher. Là. Lui aussi lance des balles de feu, 1 manche, 2 manches de travail pour Yariel. Laisse-le là, puis va te chercher un autre 5e partant. En tout cas, un dossier à suivre. Il est allé voir, justement, là, j'ai le nom du docteur Veronica Diaz. Je ne sais pas si c'est la cousine de Cameron, elle qui travaillait avant avec les Nationals de Washington. Donc, Scherzer est allé voir le docteur Veronica Diaz. Point de presse de Vladimir Guerrero. On peut-tu voir son circuit avant de parler premier circuit. Guerrero high and deep to left field, and there it is. His first home run of the 2025 season. Boy, is that got to feel good for him as he launches it out to left to give the Blue Jays a 2-0 lead. Instant run with one swing of the bat, and the Blue Jays certainly could use one to go up 2 on Spencer Strider. Hey, ça l'air facile. Loin dans la gauche. Sérieux, la balle cassante se retrouve à 412 pieds du marbre. Vladimir attendait une balle courbe et bonsoir, il l'a pas manqué. Il était temps. Écoute, tu sais, la semaine passée, quand tu disais, là, l'année passée, il a frappé 5 coups de circuit, on t'est rendu au 1er juin, inquiète-toi pas. Regarde, non, sérieusement, tu as signé Vladimir 500 millions de dollars, là. C'est pas pour se remettre en marche le 1er juin, là, chaque année. Là. Moi, je veux le voir, là, dès le 31 mars, 1er avril, à frapper des coups de circuit. L'excuse qu'il y a toujours un mauvais début de saison ou un début de saison assez lent, moi, j'achète pas. Surtout à 500 millions de dollars, c'est là, le jour numéro 1, tu commences à frapper la balle loin dans la gauche, comme on a vu cette semaine. Ben, on commence à voir que c'est une tendance là, du côté de Vladimir Guerrero, les débuts de saison un petit peu lent, parce qu'au niveau de la moyenne au bâton, c'est quand même bien. La production de points, c'est quand même bien. Mais la puissance, tu as raison, ça prend du temps, on dirait, pour qu'il se réchauffe durant l'année. Mais là, le premier circuit est derrière lui. Il l'a dit hier que c'est un petit poids sur ses épaules. Quand il arrive au banc, il y a quelqu'un qui a pris une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, il dit « About effing time ». Hein? Il avait hâte de frapper ce premier circuit-là. Là, c'est derrière lui. J'ai confiance que il va frapper sa trentaine de circuits encore une fois cette saison. Mais je veux revenir sur le point de presse en début de semaine de Vladimir Guerrero parce que notre ami Benoît Rioux était là du Journal de Montréal. Bravo au Journal de Montréal d'envoyer un journaliste sur place parce que Vladimir, c'est quand même un natif de Montréal. Il a passé une bonne partie de sa vie ici. Il en a parlé d'ailleurs dans son point de presse à quel point
que le Canada avait été bon pour lui, bon pour sa famille, autant à Montréal qu'à Toronto, et qu'il voulait remettre cet amour-là à Toronto. Tu sais, je regardais les propriétaires de Rogers qui étaient installés à la table, Gavino. Tu sais, on a posé la question, pourquoi s'associer à long terme avec un gars comme Vladimir? Moi, je ne sais pas pour toi, Gavino, mais quand je suis devant ma télé, puis je regarde Vladimir Guerrero jouer au baseball, autant quand il est sur le terrain, quand il est à la plaque, quand il est sur le banc, puis il s'amuse avec ses coéquipiers, c'est un bout en train. Tu sais, toujours souriant, oui. Il a du plaisir. Le baseball, c'est sa vie. On le voit avec ses chums, avec Bichette, ils ont du plaisir. Toujours positif. Tout ce qu'on a entendu de Vladimir depuis le début de sa carrière, il y a une petite fille, il est marié. Il ramène le fun. C'est lui qui avait ramené le veston des coups de circuit. Là. Tu t'en souviens-tu l'année passée? Les gars, il avait de l'air éteint lorsqu'on frappait des coups de circuit. Vladimir, il dit non, ça marchait par le passé. On ramène le fun dans le clubhouse. Oui. On ramène justement le côte de cuir et il s'en est servi cette semaine. Moi, je pense que pour une entreprise comme Rogers, de s'associer à un athlète qui amène de la bonne humeur. Les gens, là, présentement, là, sont inquiets par rapport aux tarifs, sont inquiets parce qu'ils ont de la misère à payer leur loyer, ils ont de la misère à payer leur hypothèque. L'épicerie a triplé depuis les 10 dernières années, ou à peu près. C'est pas facile. Le maudit printemps qui prend une éternité à s'en venir, il fait fret. Mais quand tu t'installes devant ta télé et tu regardes Vladimir Guerrero jouer au baseball, c'est un plaisir. Alors, il amène un optimisme, il amène du positivisme. Et pour Rogers, d'être associé à un joueur comme ça, qui, on va se le dire, aujourd'hui, là, Vladimir, c'est peut-être un des athlètes les plus connus ou les visages les plus populaires du sport au Canada, ben c'est positif pour eux. C'est positif. On veut s'associer à des éléments positifs qui aident les gens dans leur santé mentale, dans leur vie de tous les jours. Alors... Écoute, il est signé jusqu'en 2039. Oui. 2039. On va-tu être encore vivant en 2039? Il reste à peu près une minute à l'émission, Philo. Vladimir, des fois, il parle en anglais, des fois, il parle en espagnol. C'est bon. Un petit peu le moment loufoque de la semaine. Parle-nous un petit peu de ça. Là. Écoute, c'est super bon que tu m'amènes là-dessus parce que j'y pensais plus, mais Vladimir a donné tout son point de presse là, lorsqu'il a signé son contrat. Tout a été fait en anglais. Ça a duré une demi-heure ou à peu près. Après le match de mercredi, il frappe son premier circuit et là, il est sur le terrain avec Hazel May. Il donne son entrevue en anglais. Il parle aux partisans. Et là, tout d'un coup, on se transporte dans le vestiaire pour le point de presse plus officiel d'après-match avec la meute de journalistes, le scrum qu'on appelle. Tu sais. Ouais. Et là, tout d'un coup, apparaît le traducteur à côté. Et là, j'ai dit, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Là, tabarouette, ça fait 10 mètres que Vladimir nous parle en anglais. Et là, le traducteur, le journaliste, what kind of pitch you were looking for on the home run? Que puede hablar de qué tipo de pitch estaba buscando. Là, j'ai dit, hey, arrête, là. Il comprend tout. Il comprend très bien. Puis même dans la conférence de presse, il s'est exprimé justement dans un anglais remarquable. Lâche-moi l'espagnol présentement. Arrête. C'est assez, le traducteur. Merci pour tes services, là, mais on repassera une autre fois. Philo, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous nos téléspectateurs. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et merci à Télé Rogers pour l'occasion. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfalco qui vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.